Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, commencer par réitérer mes remerciements pour les innombrables adresses de félicitations et de souhaits que j'ai entendues ici et en commission venant de vous. Je voudrais également, pour commencer mon propos, m'appesantir un peu sur des points qui sont revenus à plusieurs reprises au cours des débats et qui, naturellement, fondent à la fois beaucoup d'espoir pour les populations, mais aussi suscitent un intérêt réel dans la compréhension de ce qui peut apparaître comme très complexe a priori. C'est pour cette raison que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, avec la coordination de l'équipe gouvernementale menée de main de maître par le Premier ministre Amadou Ba, nous demande de faire à chaque fois qu'on est devant la représentation nationale, mais aussi face aux populations pour expliquer. Mais aussi, en plus de l'explication, prendre des actions efficaces qui permettent de régler l'essentiel des questions auxquelles elles font quotidiennement face. Les sujets qui sont revenus aujourd'hui dans les débats tournent essentiellement autour de l'électricité, tournent autour des ressources pétrolières et gazières, mais également de l'électrification rurale. Ce sont globalement les 3 points sur lesquels de nombreuses questions, interrogations ou commentaires et même parfois des suggestions sont intervenues. Très rapidement, je vais faire un bref résumé pour faire le point sur l'électricité d'abord, sur les factures. Ensuite, sur l'électrification rurale, donner quelques informations tout en apportant des réponses. Et dans un troisième point, revenir sur l'état d'exécution des projets pétroliers et gaziers et ce qui est attendu en termes de retombées bénéfiques pour notre pays. S'agissant d'abord de l'électricité, il faut préciser que dans le coût, 70% concerne un facteur qui échappe à l'État et échappe du coup, par conséquent, au gouvernement. 70% des coûts de production proviennent d'un facteur externe qui est le combustible que nous ne maîtrisons pas. À partir de ce moment, si l'État n'accompagnait pas les populations, le prix réel auquel Sénélec devait facturer allait être insupportable tout simplement pour les populations. C'est pour cette raison que le président de tout le temps a décidé qu'il fallait accompagner les différents clients de Sénélec, qui sont approximativement autour de 2 355 000 clients à date, dont les 1 300 000 concernent la première tranche, donc les clients à faible revenu, qui sont totalement subventionnés. Contrairement alors à ce qui a été dit tantôt, ceux qui sont subventionnés et qui ne consomment pas plus de 150 kWh concernant la première tranche concernent 1 300 000 clients de Sénélec. Alors, ça c'était pour préciser que la subvention elle est présente partout, mais sur la première tranche, elle est totalement et complètement subventionnée. Maintenant, c'est normal. Quand l'État fait un effort, il faut que ceux qui peuvent payer aussi
fasse un petit effort, parce qu'autrement, ça deviendra insupportable. Et je magnifie d'ailleurs la manière dont la plupart des honorables députés intervenants ont souligné la nécessité d'accélérer la cadence ou d'étendre l'électrification au niveau des villages. Mais si personne ne paye, comment on va pouvoir électrifier les localités restantes? Et je rappelle à ce niveau qu'en arrivant en 2012, le Sénégal avait un taux d'électrification rurale de 24%, environ 1660 villages. Aujourd'hui, on est à plus de 6200 villages électrifiés. Donc le président de la République est parti de 1660 villages à plus de 6200 villages. Alors, ce qui correspond à un taux de 61%. Donc il part de 24% à 61%. Je ne voudrais rien dire par rapport au régime précédent, parce que chacun a fait ce qu'il a pu. Et chacun a travaillé dans la mesure de ce qu'il a pu faire. Mais comme on dit, les ambitions ne sont pas les mêmes, les méthodes ne sont pas les mêmes et l'efficacité n'est pas la même. C'est pourquoi il est bon quand même, de temps à autre, de faire le point sur l'évolution et de s'appesantir sur ce qui a été fait. J'ai entendu ici plusieurs députés dire que dans telle localité, il n'y a pas tel village d'électrifié, dans telle localité, il n'y a pas tel village d'électrifié. Mais je les invite à faire la démarche inverse. Ils auraient pu, en venant ici, dire qu'en 2012, tel village n'était pas électrifié, tel village n'était pas électrifié. Aujourd'hui, tel village l'est, tel village l'est, tel village l'est. Et ça aurait permis d'avoir une photographie réelle du chemin qui a été parcouru et des réalisations concrètes qui sont à inscrire sur le bilan du président. Deuxième point, concernant le Woyofal, ça revient toujours sur la table. D'ailleurs, j'ai entendu bon nombre de députés caricaturant dire qu'on est passé du Woyofal au diesel. Le Woyofal est un concept très innovant dont l'objectif était de permettre d'accompagner les clients de Sénélec à d'abord s'assurer de ce qu'ils allaient consommer à l'avance, parce que c'est du prépayé. Si vous mettez, vous consommez. Mais deuxièmement, avec un tarif préférentiel, différent du tarif du post-paiement de Sénélec. Et même ceux qui sont nostalgiques de ce système, quand même, je leur rappelle que le Woyofal, sur toutes les tranches, le Woyofal est beaucoup moins cher, au moins de 10 francs, sur toutes les tranches. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer, parce que le président de la République en a ainsi décidé lors du dernier Conseil des ministres, qu'on va retourner au système antérieur du Woyofal avec la suppression totale et complète de la troisième tranche. Donc à partir de maintenant, avec effet immédiat, il n'y a plus de troisième tranche du Woyofal. Et très rapidement, je vais faire le point sur les projets gaziers et pétroliers avant de passer à la partie Wolof. Sur les projets pétroliers et gaziers, nous avons aujourd'hui au Sénégal 3 projets, 3 en cours. Il y a le projet de GTA, Grande Tortue Ahmeyim, sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Le président Abdoumbo et d'ailleurs le président Mamadou Lamine Thiam l'ont rappelé, avec des réserves récupérables de 20 trillions de cubic feet standard, équivalent à 560 milliards de mètres cubes de gaz. On a les mêmes réserves au niveau de Yakar Teranga. Et au niveau de Sangomar, où on a du pétrole, les réserves sont aujourd'hui estimées à 600 millions de barils, avec un potentiel également de 70 milliards de mètres cubes de gaz. Pour le GTA, nous travaillons sur le projet avec la Mauritanie et BP et l'opérateur avec un autre
partenaire qu'est Cosmos. Le projet se passe très bien, il est à 90% de taux d'exécution et le FLNG, qui est l'unité flottante de liquéfaction, une fois que le FPSO va tirer du champ gazier avec les pipes, les hydrocarbures, est en route et il doit être normalement sur les côtes sénégalaises aux environs donc de la fin du mois de décembre, début janvier. Sur le FPSO, il est à Durban, en route pour Tenerife, parce qu'il y avait quelques difficultés sur les ferlites qui devront être donc réparés avant de regagner, disons, à 40 km des côtes sénégalaises et à 30 km du champ gazier, les eaux se situant entre le Sénégal et la Mauritanie. Pour Yakar Teranga, il y a beaucoup d'interrogations et de questions qui ont été formulées ici sur le retrait de BP. Mais je dois dire que c'est parce que nous n'étions plus alignés sur le même concept de développement du projet. On l'a rappelé, le Sénégal, avec son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a une stratégie de gaz to power. On utilise le gaz pour faire de l'électricité, avec un effet attendu de baisse du coût de l'électricité et un up qui sera fait du côté donc, de Mboro. À cela s'ajoute le réseau gazier avec ses différents segments bleu, vert et orange. Et à terme, ça va permettre un développement extraordinaire de ce donc, système qui permettra non seulement d'alimenter les centrales, Cap des Biches, Tobène et Ndar Énergie vers Gandon, mais aussi en reprenant le segment orange avec Malicounda. Et Sénélec a anticipé sur tous ces sujets en procédant à la conversion de ces centrales qui vont pouvoir désormais prendre le gaz lorsqu'il commencera à être exploité. Voilà ce qui a motivé, dans le cadre du projet Yakar Teranga, une séparation, mais sans contrepartie financière aucune de la part qui a été donc versée à BP. Nous ne sommes plus alignés sur les capacités de production qui sont attendues journalièrement. Nous ne sommes plus ensemble, nous ne sommes pas entendus sur la date de production du first gaz. Nous ne sommes pas non plus entendus sur la stratégie commerciale par rapport à l'exploitation de ces ressources en hydrocarbures. Tandis que BP avait privilégié l'exportation, nous avons privilégié la consommation du gaz local, donc pour une consommation domestique, parce que nous avons nos centrales alimentées et nous voulons que nos populations bénéficient donc de l'exploitation de ces hydrocarbures. Et enfin, pour Sangomar, le projet aussi est à un taux d'exécution de 90%. Le navire qui est en train d'être fait à Singapour est presque terminé et il est attendu aussi vers la fin de l'année, début de l'année prochaine, sur le site. Donc tout se passe bien pour les trois projets. Et avec BP, ça arrive dans l'industrie. Si nous ne sommes plus ensemble, nous ne sommes plus d'accord, mais on se serre la main et puis chacun se souhaite bonne chance on se souhaite bonne chance pour, disons, faire un chemin de notre côté. Chacun fera son chemin, le chemin qui lui plaira et qu'il pense être le meilleur pour lui de son côté. Voilà ce que je voulais dire pour me résumer en français sur les différentes questions qui ont été posées.